bonjour et bienvenue dans le balado aujourd'hui. Comme vous le remarquez probablement par ma voix mielleuse, c'est un épisode spécial, en fait une série d'épisodes spéciaux. Jonathan a eu la chance d'aller à San Francisco dernièrement au World AI Summit et il nous rapporte des informations. Alors, au lieu de pas vous parler tout seul, on a décidé d'en faire une conversation. Le World AI Summit, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne possèdent pas Google à bout des doigts, c'est une très grande conférence, 3000 personnes, 55 pays, sur 2 jours, lors duquel il y a au moins une centaine de présentations qui se sont données. Je suis sûr, connaissant Jonathan, qui a assisté à au moins 99 des présentations. Alors, il va venir ici nous en parler. On va le splitter en 5 épisodes. Un épisode autour de l'automatisation dans votre entreprise, notre expertise chez OpenMind. Un épisode sur la sécurité. Un épisode sur l'énergie. Un épisode sur le futur, à la fois négatif et positif. Et un épisode spécial sur les talents aussi. Alors, sans plus tarder, bonjour Jonathan, bienvenue dans ton podcast. Salut Renaud, un plaisir. Merci, je suis content que tu sois là avec moi aujourd'hui pour ne pas faire un monologue de plusieurs minutes. Donc, ça va être, je pense, intéressant de tester cette formule-là puis de se relancer un peu. N'hésite pas à m'interrompre au fur et à mesure que je déballe mes points mais j'appelle ça connais bien, en bon tu sais français. Que je vais t'interrompre comme ça en ce moment. J'adore. Je pense que ça va être plus dynamique comme ça. Donc, voilà. Donc, on démarre avec l'automatisation dans votre entreprise, Renaud. Ça fait du sens? Exact. Alors, pendant le sommet, tu as réussi à avoir des insights, des idées, je suis sûr, autour de l'automatisation dans l'entreprise. Puis, je suis vraiment curieux et représentant de tout l'auditoire. Nous sommes curieux de t'entendre sur ce sujet. Excellent. Fait que je débute avec un premier point qui m'a quand même frappé et ça m'a ouvert l'esprit. C'est un présentateur qui est venu déposer à l'écran une phrase qui est, je vous le dis en anglais, on le traduit en français, c'est AI is the new UI. Donc, l'IA, l'intelligence artificielle, est la nouvelle interface utilisateur et ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu ça. Et il expliquait un petit peu sa philosophie derrière tout ça et je suis vraiment d'accord avec ce qu'il mentionnait. On est habitué dans les 20, 30, 40 dernières années à interagir avec l'ordinateur, donc avec nos données au final, par une interface logicielle ou une interface mobile sur notre téléphone mobile. Et c'est un peu toujours la même chose. On va avoir accès à nos données, il faut ouvrir l'ordinateur, le téléphone, ouvrir un logiciel. On est dans une interface front-end qu'on appelle, donc nous, monsieur, madame, tout le monde, on voit. Et on interagit avec pour que ce logiciel-là aille chercher les données ou nous retourne des données. Et là, ce qu'il mentionnait, le conférencier, c'est que cette ère-là va être révolue. Avec l'intelligence artificielle, on peut interagir avec l'IA de la manière équivalente à si on parlerait à un collègue, de manière audio ou visuelle. Et l'IA va aller chercher l'information, va la traiter, va nous la ramener. Donc, il va vraiment avoir, à partir, je vous dirais, de l'automne passé, à cause des nouveaux modèles d'intelligence artificielle, une révolution dans comment on va interagir avec nos données en entreprise. Qui va être vraiment différente. L'IA va tranquillement devenir une nouvelle interface utilisateur par laquelle on va transiger, que ça soit dans ChatGPT, par exemple, ou que ça soit dans une autre application sur son téléphone mobile. Il va avoir un changement de paradigme de comment on va chercher notre donnée et comment on interagit avec toute notre stack technologique dans nos organisations. Et ce qu'il mentionnait aussi, c'est qu'il va y avoir vraiment un retour de balancier ou du moins un tremblement de terre dans l'écosystème des logiciels préfaits. Donc, les gros logiciels à la Salesforce, à la Microsoft Dynamics, des logiciels qui coûtent une fortune en licence, une fortune en implémentation. Ces logiciels-là sont fixes. Donc, souvent, on va l'acheter en se disant que ça va coûter moins cher que d'écrire des lignes de code sur mesure. Au final, après l'intégration et après la personnalisation, on se rend compte qu'on est enchaîné à un grand de ce monde qui ne fait qu'augmenter ses prix à chaque année, sans offrir autant de nouvelles fonctionnalités qu'on voudrait. Et ça, cette logique-là va être mise à l'épreuve devant nous parce que d'écrire des lignes de code, maintenant, à l'aide de l'intelligence artificielle, ne peut que coûter moins cher dans le temps en avançant devant nous. Et pour développer, dans le fond, des logiciels qui nous correspondent réellement dans nos organisations, si on regarde dans le passé, bien, ça coûte cher. Ça coûte cher d'engager des développeurs, d'engager des équipes, de monter ça, de maintenir tout ça. Eh bien, toute la partie d'écriture de lignes de code, entre autres, va s'accélérer. On vit déjà cette accélération-là, autant
chez OpenMind, chez Code and Steel, chez Microsoft, peu importe. Donc, le fait que ça va être un peu plus accessible et qu'on est capable d'infuser de l'intelligence artificielle plus facilement dans la ligne de code, mais il va y avoir probablement vraiment une modification de l'écosystème dans nos organisations, que de plus en plus, ça va être bénéfique de développer des lignes de code sur mesure. Et de moins en moins, on va faire appel à des logiciels déjà préfaits. Et l'intelligence artificielle, à travers tout ça, va devenir une interface en soi au final. Beaucoup plus proche de ce que l'humain est habitué de faire, donc de converser comme si on était humain à humain en langage naturel. Donc ça, c'est un des éléments, je pense que tu peux rebondir, Renaud, là-dessus, c'est un des éléments qui m'a vraiment frappé, puis j'ai fait, oui, c'est ce qu'on observe présentement, c'est les tendances qu'on voit présentement, puis j'ai aucun doute que ça s'en va dans cette direction-là. Mais là, j'ai plein de questions. Disons, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je vais envoyer un courriel en shakant des mains dans les airs ou en criant après mon ordinateur? Tu sais, qu'est-ce que ça pourrait changer? As-tu vu des trucs sur place qui nous donnent Oui. un indice? Autant là-bas que ce qu'on voit dans notre quotidien dans les dernières semaines, on est capable aujourd'hui, par exemple avec un chat GPT de ce monde, d'ouvrir une conversation vocale, comme si on venait de faire apparaître un assistant à côté de nous, un expert dans un sujet donné, et on va pouvoir converser de manière extrêmement fluide. Pour ceux qui étaient sur les... On a fait un challenge IA 5 jours, une cohorte challenge IA 5 jours dans les dernières journées, et on montrait justement cette puissance-là d'intelligence artificielle qu'on peut converser comme toi et moi, Renaud, on fait aujourd'hui. Et effectivement, ça va changer cet aspect-là. On ne pouvait pas faire ça avant pour interagir avec nos données. On est rendu là aujourd'hui. On est capable d'ouvrir une porte vocale, de parler avec notre téléphone, parler avec notre ordinateur, et il y a des commandes qui vont être exécutées en arrière. Et pas des commandes stupides, des commandes vraiment qui se rapprochent de ce que l'être humain est capable de faire en réflexion et en compréhension. Donc, on n'a pas besoin de lui donner tout le contexte du monde et toutes les possibilités de ce qu'il doit faire. Il réfléchit et il limite un petit peu le cerveau humain. Donc, oui, ça va vraiment changer la manière comment on interagit avec nos données dans nos organisations. Puis, qu'est-ce qui empêcherait, tu sais, tu dis c'est un peu les premiers signes de l'apocalypse pour SAP et ces gros logiciels. Et qu'est-ce qui les empêcherait de pivoter vers quelque chose comme ça? Est-ce que le paquebot est trop gros ou ils ont trop d'argent? Je pense que tout le monde... Les deux réponses sont bonnes. Par contre, les SAP de ce monde étaient là au World AI Summit. Ils nous ont montré les démonstrations de ce qu'ils avaient dans leur logiciel. C'est sûr et certain qu'ils vont ouvrir des portes au niveau d'interagir avec des cerveaux numériques en arrière avec les données. Par contre, en ouvrant ces portes-là, ils ouvrent les mêmes portes qu'on peut faire à beaucoup plus faible coût avec des lignes de code sur mesure. C'est la donnée en arrière qui est importante. Ils ne pourront pas retenir la donnée de manière indéfinie dans des écosystèmes qui vous tiennent captifs en tant qu'entreprise. C'est fini selon moi ce temps-là, ou du moins ça va être de moins en moins en vogue devant nous parce que les systèmes de base de données open source ou à faible coût existent aujourd'hui, sont fiables, ça roule depuis des dizaines d'années. Donc, on ne pourra pas, je pense que ce ne sera pas logique pour eux de charger des aussi gros montants seulement pour stocker de la donnée et donner accès à des cerveaux numériques qui aujourd'hui coûtent pratiquement rien de faire appel à ces cerveaux numériques-là. Donc oui, ils sont en train de bouger. On a vu des démonstrations là-bas et encore là, moi, ça me fâche toujours quand je vais dans des conférences. Il y a peu ou pas de démonstrations et quand il y en a, c'est des démonstrations filmées, donc ils contrôlent ce qu'ils veulent qu'on voit. Je ne pense pas qu'en réel, ça donne le résultat qu'ils veulent qu'on ait ou du moins qu'on devrait avoir en tant qu'utilisateur au final. Ils se doivent de respecter certains carrés de sable dans lesquels ils ne peuvent pas sortir pour une question soit de légalité ou de conformité. Donc, ils pourront, je ne pense pas, à court terme, aller chercher la pleine puissance qu'on est capable d'offrir avec des lignes de code sur mesure puis de faire appel directement à ces cerveaux numériques-là. Donc, oui, ils vont bouger, mais en bougeant, ils se mettent à risque. Et je ne pense pas qu'ils vont pouvoir bouger aussi rapidement que ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on a vu par d'autres conférenciers. Là. Et c'est un peu la même démocratisation des outils que ce qu'on a vu, disons, avec la vidéo, avec la photo, avec tout ça, qui est devenu beaucoup plus accessible pour tout le monde et plus facile à utiliser. Exactement. Je pense qu'on va voir, c'est un excellent parallèle. Avant, il fallait être quelqu'un de professionnel pour faire des belles photos. Aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Maintenant, on n'engagerait pas son petit cousin pour faire son mariage de photos.
ces photos de mariage. Excusez, j'inverse les termes. Mais c'est un peu la même chose. C'est plus rapide, c'est plus efficace à faire, c'est moins coûteux en outils à ce moment-là. Il est en train de se passer un peu la même chose dans l'écosystème logiciel. Et c'est un peu du non-sens si on regarde dans les 2, 3 dernières décennies. Littéralement, ce qu'on fait avec nos entreprises, c'est d'essayer de les faire entrer dans une boîte préfaite. Mhm. Donc d'essayer de tordre notre entreprise, nos processus pour rentrer dans un moule, qu'on n'a même pas la capacité beaucoup de bouger ce moule-là. Alors qu'à l'inverse, si ça coûte moins cher de développer des lignes de code, bien, on est capable de créer un moule, une chaussure à son pied qui est parfaite pour vraiment aller courir un marathon et le gagner, ce fameux marathon-là. Donc, il y a cet item-là, cet élément-là qui est en train de se dessiner, que je suis convaincu qu'on s'en va dans cette direction-là et que c'est entre autres ce que les conférenciers là-bas mentionnaient directement à San Francisco. Premièrement, félicitations pour le merge de 3 analogies pareilles dans la même phrase. Mais Merci Renaud. Un record. fait que ça veut un peu dire que il n'y a pas une compagnie qui est pareille, donc on devrait privilégier d'avoir quelque chose qui nous ressemble et non quelque chose dans lequel on essaie de se mouler, qui, pour ceux qui se sont promenés d'une entreprise à l'autre, ne fonctionne jamais. Ben exactement. Puis, tu sais, la majorité des entreprises, si on leur demande êtes-vous satisfait de votre ERP, la réponse à un énorme pourcentage, voire proche de 99 la réponse c'est non, on n'est pas pleinement satisfait. Il y a des choses que ça fait pas, il y a des choses que ça fait pas bien. Il y a beaucoup de choses qu'on s'était fait promettre que ça allait faire, que ça ne fait pas. Maintenant, je ne dis pas de ne pas avoir un ERP, mais là, on a la possibilité de s'interconnecter à ces ERP-là et à venir développer tranquillement de manière incrémentielle, une bouchée d'éléphant à la fois, des fonctionnalités qui sont propulsées par l'intelligence artificielle et de rentabiliser cette opération-là, justement, par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment des nouvelles choses que tu l'entends sûrement dans mon ton de voix qui m'excite énormément parce que ça fait 30 ans que je suis très proche de la technologie, que je développe des logiciels et j'ai jamais vu autant d'effervescence et autant d'excitation par rapport à une technologie. Là, c'est plus juste un rêve. Depuis l'automne, avec les modèles d'IA qui ont une capacité de réflexion d'une chaîne de pensée, on arrive vraiment à des choses qui sont surprenantes. Là. Donc, il n'y a pas une semaine qui passe aujourd'hui que je ne regarde pas une vidéo YouTube ou quelque chose en réel que je fais, mon Dieu, je ne peux pas croire qu'on est rendu là. Et on est rendu là. Hmm. Est-ce que tu as des exemples de wow, de démos peut-être sur place ou des trucs que tu as vus qui te font dire oh, j'ai pas dit le mot, mais oh Ben, mon Dieu, c'est vers ça qu'on s'en va et il y a comme quelque chose là. ouais. Une des choses que je trouve triste dans les conférences, c'est souvent, ils vont dire qu'ils font des démos, ils en font pas, ou c'est des démos stagées. La meilleure démo que je peux mentionner qu'on a vécu sur place là-bas, ce n'est pas directement au World AI Summit, mais c'est en sortant du World AI Summit. J'explique c'est quoi. On était à San Francisco. San Francisco est le berceau de la naissance des taxis sans conducteur, donc des robots taxis, et la compagnie Waymo qui a des robots taxis depuis à peu près 1 an et demi, je pense 2 ans, qui se promènent de manière autonome. Donc, on a eu la chance de filmer l'aventure au complet et l'expérience. On s'est appelé un robot taxi, même si on n'en avait pas vraiment besoin, juste pour vivre l'expérience. Et on s'est promené dans San Francisco avec le robot taxi. Et ça, c'est vraiment un exemple extrêmement concret. Là. La technologie, elle est là. Les agents IA sont capables de prendre contrôle d'un véhicule, que c'est ça la mission, et d'agir pareil comme un humain dans une situation réelle qu'un humain aurait peut-être moins bien fait que ce que le taxi a fait. Là. Et on s'est ramassé à des endroits où on a fait, oh my God, il est un peu cow-boy le taxi. Mais la réalité, c'est qu'il copie ce que l'humain a fait. Donc, par exemple, on arrivait à un endroit, puis la lumière a changé jaune, et on a vu qu'il a hésité, puis après ça, il a fait l'inverse d'hésiter. Il a dit, OK, moi, je fly, puis je passe à rouge. Mais là, j'étais avec Christine de Triba Intelligence Collective dans le taxi, et là, on s'est dit, mon Dieu, OK, c'est un peu cowboy, mais on s'est regardé, on a fait, n'importe quel humain aurait fait la même chose. C'est ce qui était le moins dangereux au moment précis, à cette fraction de seconde-là. Ça aurait été plus dangereux d'arrêter dans le milieu de l'intersection ou du moins de freiner trop sec pour lui, la personne en arrière. Donc ça, c'est un exemple vraiment réel d'intelligence artificielle. On en est là. On a vu Tesla aussi dans les dernières journées qui lance leur propre robot taxi. Donc ça, c'est je pense, la meilleure preuve dont on en est là. Tesla avait tenté dans les dernières années de rendre leur véhicule en conduite autonome avec des lignes de code traditionnelles. Ils n'y arrivaient pas parce que c'était trop difficile de tout programmer les lignes requises pour tous les cas qui peuvent arriver inimaginables. Ils ont enlevé des centaines de milliers de lignes de code pour venir infuser des cerveaux numériques à l'intérieur de ça et ça a donné vraiment
le morceau de robot qui manquait pour aller à la prochaine étape et de rendre les véhicules autonomes. Donc, on en est là. C'est le meilleur exemple que je peux donner. Et si vous passez dans le coin de San Francisco, essayez ça. Ça vaut la peine, honnêtement. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, en bonus, à la fin de l'épisode, on va mettre l'enregistrement de cette lumière qui a été grillée par le Waymo. Fantastique. Fantastique. Ben, J'enchaîne sur un super. autre point. Ouais, Si vas-y, vas-y, tu... vas-y. Excellent. Ouais, J'enchaîne sur je un autre suis point par totalement rapport d'accord. à l'automatisation numérique en entreprise. Ouais. Il y a une belle réflexion que les gens ont amenée. Il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir beaucoup d'expérience à infuser de l'IA dans les entreprises. Et j'étais curieux de voir comment on se comparait chez OpenMind et chez Code Steel par rapport aux autres. On est un peu dans notre bac à sable à nous autres. En allant là-bas, ça me permet de confirmer les théories. Il y a quelque chose qui est intéressant à comprendre quand on commence à infuser l'intelligence artificielle ou faire appel à l'intelligence artificielle dans des lignes de code, c'est que ça inclut différents acteurs et processus qui ne seraient normalement pas inclus dans un développement traditionnel. Et je m'explique. Aujourd'hui, on commence à S'il être te plaît. capable de tester puis déployer des agents, par exemple, pour lire vos courriels, les classer automatiquement et également créer des brouillons. Donc, ça vous aide énormément, comme si vous avez à côté de vous un adjoint ou une adjointe exécutive qui vous aide à ce moment-là. Dans un processus de développement traditionnel, c'est qu'on aurait développé des lignes de code et on aurait essayé de prévoir tous les cas. Et quand on a fini de développer, ben voici le résultat que ça va donner et ça reste pratiquement fixe dans le temps. Ça ne bouge pas. OK? Tandis que quand on fait appel à l'intelligence artificielle, c'est des itérations qu'il faut faire à travers le temps de la même manière que si on avait embauché un collègue, un nouveau collègue, on lui délègue une tâche, mais il faut lui faire de la rétroaction à travers le temps, il faut l'élever, il faut corriger son comportement à travers le temps. Donc, c'est une logique de développement et de suivi par après qui est différente des lignes de code traditionnelles. Et dans ce genre de cas-là, bien, vu qu'on va dans des processus qu'on n'a jamais pu aller avant, mais ça vient chercher des acteurs différents. Donc, dans ce genre de cas-là, pour les courriels, ben oui, on va impliquer le côté TI, on va impliquer le côté légal aussi de l'organisation. Est-ce qu'il y a une stratégie de gouvernance par rapport aux données, à l'IA qui a été faite? S'il n'y en a pas, il faut en faire une, là, parce qu'on va commencer à toucher à des processus que seul l'humain touchait avant, que les lignes de code avant ne touchaient pas, là. Donc, il y a vraiment un paradigme qui est différent, puis il faut vraiment partir plus sur la donnée elle-même et de raffiner ou de fine-tuner les instructions qu'on a données à notre cerveau numérique que versus avant, c'était plus, on avait des lignes de code, ça reste fixe à travers le temps et ça se termine là. On Donc, parle la plus manière vraiment de d'apporter ça est version, différente. dans le fond. On parle plus, tu sais, comme des versions de logiciels et tout ça. On parle plus d'une direction, d'une évolution. Puis là, on met des guardrails pour s'assurer que ça s'en va. Exactement, parce que, tu sais, ramener ça toujours à un humain. On n'aurait pas donné un numéro de version à un humain qui rentre dans une organisation, puis un coup, je lui dis quelque chose de plus, c'est la version 2 ou 3. Celle-là, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. On débute avec quelque chose qu'on va lui donner du contexte supplémentaire à travers le temps, corriger ses actions. La beauté de la chose, c'est qu'il y a moins de risques qu'il quitte pour une autre organisation à travers le temps. Donc, ça vaut la peine Pour l'instant. d'investir encore plus. Ouais, pour l'instant, exactement. Donc, la philosophie, elle est différente. On ne peut pas dire qu'on prend exactement les mêmes procédés, les mêmes processus que quand on développait des lignes de code plus traditionnelles. C'est un autre paradigme et il faut y réfléchir à ça. Il faut arriver avec le bon bagage, la bonne méthode pour et la bonne éducation aussi aux clients. On ne peut pas dire on développe ça, voici un agent IA, puis merci, bonsoir, on s'en va. Là. Non, non, non. Il faut le monitorer, il faut le faire évoluer, il faut donner l'interface à l'usager pour lui donner de la rétroaction comme si ça serait un humain. Donc, il y a plein de choses de plus qu'il faut prendre en compte et mettre en place pour arriver à un niveau que l'usager va faire waouh, c'est vraiment magique, puis je trouve ça vraiment utile au final. Là. Super intéressant. Autre item, je pense, qui est important à retenir, c'est il mentionnait dans une conférence et ça m'a vraiment frappé. C'est important de savoir c'est quoi nos obligations envers les données que l'on utilise. Donc, les données que l'on a et que l'on utilise, parce que la donnée va être de plus en plus utilisée devant nous, dans quel contexte on va l'utiliser et qu'est-ce qu'on a comme obligation là-dedans. Je vais vous donner un exemple quand même assez concret. Microsoft, avec leur intelligence artificielle, Copilot, il y a eu une faille de sécurité dans les dernières semaines. La faille se nommait EcoLeak. Et c'est quoi EcoLeak? C'était la première faille de sécurité qui nécessitait aucun clic de l'utilisateur pour se faire pirater. Donc, ils appellent ça une faille zéro clic.
Donc ça, c'est nouveau également dans le jargon. Retenez ça parce que ça va venir de plus en plus fréquent. Écolique, c'est quoi? C'est quelqu'un de mal intentionné pouvait vous envoyer un courriel. Et dans ce courriel-là se cachaient des instructions que quand le copilote allait lire ce courriel-là, il allait prendre pour acquis que c'est une commande de la personne qui détient la donnée. Et il pouvait à ce moment-là, le copilote, exécuter cette commande-là et renvoyer de l'information à l'extérieur de l'organisation. Donc là-dedans, si par exemple vous aviez copilote, là, ils ont colmaté la faille, là, je vous rassure tout de suite, mais c'est le genre de failles qui peuvent devenir de plus en plus fréquentes. Si vous avez connecté tout l'ensemble de votre écosystème SharePoint à Copilote et que vous y avez donné accès, ben, il y aurait pu avoir des gens qui auraient pu envoyer un courriel malicieux et soustraire de l'information confidentielle sans même que vous voyiez quoi que ce soit passer et sans même que vous vous en rendiez compte ou que vous ayez un C'est signal fun. d'alarme Avant, par je rapport à faisais ça. juste détester Copilote. Maintenant, j'en ai peur. Et là, c'est Microsoft. C'est ça qui est surprenant. Et je vais faire Quand un autre même. parallèle. OpenAI a lancé des connecteurs dans les dernières semaines pour se connecter à Microsoft Outlook, à Gmail, à Google Drive, à SharePoint et compagnie. Nous, présentement, à l'heure qu'on enregistre ce podcast-là, on a mis un hold là-dessus chez OpenMind et CodeInstill d'attendre parce que on veut évaluer la possibilité de danger par rapport à ces données-là. Parce qu'imaginez qu'on connecte mon chat GPT à moi ou un d'un employé à notre SharePoint. Il a accès à toutes les données pratiquement des clients. Et là, il y a une faille équivalente à EcoLeak chez OpenAI dans ChatGPT. Nous, on a des contrats de confidentialité avec nos clients. Là. Il ne peut pas avoir de l'information qui sort. C'est vraiment problématique si jamais c'est le cas. Là. Donc, ça revient à la question de c'est quoi vos obligations envers les données que vous avez. Et là, de classer, de structurer, de limiter l'accès aux données va être extrêmement pertinent parce que si vous donnez accès à une intelligence artificielle à l'ensemble de vos données et que vous n'êtes pas conscient de votre responsabilité sur ces données-là, vous pouvez vraiment vous ramasser dans une situation problématique pour votre organisation peut-être à cause d'un seul employé qui voulait essayer cette fonctionnalité-là et que après l'avoir connecté, il l'a même pas essayé. Là. Il a juste laissé la porte de données ouverte et ça a fini là. Là. Donc, c'est là que ça devient important de réfléchir et de voir c'est quoi nos obligations et de bien structurer nos données. Là. Un, je vais aller fermer tous mes logiciels. Mais deux, je vois maintenant la pertinence d'une gouvernance au niveau de l'IA, là, que c'est pas juste des grands termes qu'on pitche dans les airs, puis que c'est des trous qui peuvent se créer dans le bateau, puis c'est juste que là, ils peuvent se créer vraiment rapidement. Et Et c'est des trous d'avoir des trous dans le bateau, c'est toujours quelque chose qui existe depuis le début des temps d'Internet et de l'ordinateur. C'est juste c'est des nouveaux types de trous qu'il faut faire attention et qu'il faut s'assurer de prévenir et de colmater rapidement s'il y en a. Donc, le risque zéro n'existe pas. Il y a un grand gain à aller chercher avec l'intelligence artificielle. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous faire peur, mais c'est au moins que vous mettiez les bonnes structures en place, la bonne gouvernance en place et de faire appel aux experts autour OpenMind, CodeInstill, peu importe, ou même d'autres personnes, mais de ne pas faire ça sur un coin de table avec peu de connaissances à ce moment-là. Autre item par rapport à la donnée, je pense qui est ressorti, qui était pertinent là-bas, c'est un des conférenciers nous posait la question, quelle donnée que l'on possède dans son organisation que la compétition ne possède pas? Et comment on peut prendre avantage de cette donnée-là au final? Donc, encore là, ça se ramène à travers le temps, est-ce que vous avez développé des systèmes, des logiciels, des lignes de code qui vous appartiennent, qui vous a peut-être permis d'accumuler de la donnée supplémentaire que la compétition n'a pas, que vous pourriez prendre avantage et que la compétition n'aura jamais accès à travers le temps? Donc, c'est une comme quoi, réflexion. donne-nous un exemple avec une compagnie de souliers, disons. Je vais essayer de t'en sortir une pour une compagnie de souliers. Je vais prendre par exemple, regardez bien ça. Je vais prendre par exemple, puis mon Dieu, que j'aime ton exemple, parce que j'ai un excellent exemple là-dessus. Euh, Ce que je vous dis là, c'est public, OK? La compagnie Aldo de chaussures à Montréal est une compagnie qui a eu beaucoup de succès, eu certains problèmes pendant la COVID. J'espère qu'ils sont encore à succès aujourd'hui. Aldo fournit certaines compagnies en marque blanche pour leurs souliers maison. Par exemple, Walmart, probablement Costco aussi, je pense. Donc, en fournissant en marque blanche les différents grands points de vente à travers les États-Unis et même ailleurs où ils sont, Aldo a une donnée extrêmement pertinente et un avantage concurrentiel sur pratiquement n'importe qui d'autre parce qu'ils ont les chiffres de vente de qui veut quoi, dans quel état, dans quelle ville, qui Hmm. achète quoi. Donc ça leur donne un avantage pour eux quand ils sortent leur propre collection et comment ils la distribuent.
Maintenant, regardez bien, Amazon. Amazon va encore plus loin parce qu'Amazon lui vend directement au consommateur et est capable de bâtir un profil par rapport à ce consommateur-là. Donc, il est capable de savoir maintenant c'est quoi la tranche d'âge qui achète quoi, c'est quoi son profil en arrière, même peut-être son salaire en le déduisant de la quantité d'items qui est commandé dans Amazon. Donc, il y a des algorithmes avec l'IA qui vont permettre de croiser de l'information et simuler des personas. Donc, Amazon est capable aujourd'hui de se lancer plein de marques et de vendre plein d'items sous son nom parce qu'il a la donnée qu'il peut utiliser de manière concurrentielle et d'avoir un avantage qui est indéniable sur la compétition. Fait que, allez juste voir sur Amazon, acheter des batteries. Combien d'années on s'est fait voler par Duracell et les autres grandes marques que je nommerai pas à nous vendre des batteries beaucoup trop chères? Bien, Amazon a toute la donnée de vente de quel modèle qui se vend parce qu'ils ont vendu des années ces batteries-là. Et aujourd'hui, ils ont lancé les batteries Amazon Basics pour une fraction du prix et produisent eux-mêmes leurs batteries. Et voilà. Donc, ça, c'est un exemple de quelles données que vous possédez qui peut vraiment vous démarquer de la compétition et vous donner un avantage compétitif. Donc là, un exemple de soulier, un exemple de batterie. Je pense que j'ai rempli le défi, hein, Renaud? Bravo, bravo. Merci. Donc, ensuite, autre point que j'ai retenu, c'est avez-vous la donnée requise pour faire agir l'IA, l'intelligence artificielle, à votre avantage? OK? Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être complètement magique, l'intelligence artificielle, ça va régler tous leurs problèmes dans leur organisation, là, c'est la meilleure, la huitième merveille du monde après l'invention du pain tranché. Et exemple concret, ils disent hey, quand je vais amener l'IA dans mon entreprise, je vais être capable de manière ultra précise à prévoir mon ordonnancement de production, puis quand est-ce que ça va sortir de mon usine, puis la qualité va être incroyable. Et là, ces gens-là n'ont même pas en numérique l'information de leur matière première qui rentre. Donc, comment voulez-vous que l'intelligence artificielle soit capable de prévoir quand est-ce que les commandes vont sortir? Mais Si au l'intelligence va début de aller le la chaîne, chercher sur le plancher puis elle va aller regarder tout ce qui existe. honnêtement, ça se pourrait. Mais encore là, j'aime ton style, j'aime comment tu l'apportes parce que oui, on pourrait mettre des caméras à aller chercher cette information-là. Mais ce que je veux apporter, puis ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle va être pareille comme un humain. Dites-vous, une tâche que vous pourriez donner à un humain aujourd'hui dans votre organisation, avez-vous la donnée? Parce que si vous ne l'avez pas, là, oubliez ça, l'intelligence artificielle pour l'instant. Il y a un travail à faire avant de collecter et de structurer la donnée. Donc, tout ce que vous avez comme rêve en tête d'automatiser par l'intelligence artificielle, posez-vous la question, si je donnais ça à un humain, est-ce que l'humain est capable aujourd'hui de le faire? Est-ce qu'il y a la donnée qu'il a de besoin pour être capable d'accomplir cette tâche-là? Et très souvent, la réponse ne sera pas oui. Donc, il y a du travail à faire avant même de dire on va faire appel au cerveau numérique, l'intelligence artificielle. Donc, il y a ce morceau-là que je pense qu'il est important de transmettre le message. Il faut la donner pour être capable de faire agir l'intelligence artificielle. Et trop souvent, on n'a pas réfléchi à ça et on n'est pas structuré en conséquence. Tu sais, mon cerveau, moi, il se promène dans toutes les directions. Je sais pas si tu te rappelles, les années 90, il y avait un slogan qui disait Got Milk. Maintenant, ça va être Got Data, je pense, qui s'en vient. Oui, puis on s'est tellement fait casser les oreilles avec le fameux Big Data, là. Et ça, je l'ai Ouais. entendu, ce terme-là. Et mon Dieu, je saigne des oreilles à chaque fois que je l'entends, là. Qui disait que les données allaient être d'une mine d'or éventuellement. Et que je vous garantis aujourd'hui, avec où la puissance de l'intelligence artificielle, elle est rendue, ce n'est plus je sais pas si on appelle ça un rêve pieux ou un vœu pieux, je pense. Je suis en train de mélanger deux choses ensemble. Mais c'est réalité. Je vous dis, il y a des choses que je me mets un parallèle. On est comme dans les années 90 où l'Internet est arrivé, tout le monde était conscient et tout le monde disait il va se passer de grandes choses devant nous et ça va être utile dans un paquet de cas. Mais c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. La technologie commence depuis l'automne passé à être assez mature, assez peu dispendieuse. Tout ce qu'on a à faire, c'est ramasser les morceaux de puzzle qui sont sur la table et les assembler pour tester, voir si ça fonctionne bien. Et dans beaucoup de cas, ça fonctionne bien. Mais là, il faut le data, le fameux big data. On est rendu là, on va l'utiliser Puis finalement, si je cette donnée-là. comprends bien, tu sais, c'est pas parce que j'ai tous les outils que je deviens plombier demain matin. Tu sais, il faut quand même le skill pour être capable de dire, ben voici le data que t'as, d'être assez visionnaire pour dire, ben là-dedans, il y a un nugget, puis voici comment on l'exploite. Fait que c'est pas tout d'avoir euh, accès à, disons, ChatGPT, puis de le brancher sur ton ERP. Si tu mets pas les bonnes instructions, si t'as pas les bons ponts, si t'as pas les bons, tout ça.
ça fait pas Et grand-chose. surtout l'architecture, exactement, une vision, l'architecture et l'évolution. Fait que c'est exactement ce qu'on peut aider, ce qu'on peut faire, entre autres chez OpenMind et Code and Steel. Donc, c'est là qu'on vient apporter de l'intelligence et de faire tourner la roue pour aller chercher votre plein potentiel numérique. Donc, c'est ce qui complète, Renaud, de mon côté, la section automatisation. Première fois qu'on essaye la formule, j'espère que vous avez aimé ça de votre côté. Renaud, un petit quelque chose à ajouter avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui? Non, c'est le fun. J'anime, puis en même temps, j'ai l'invité qui close l'épisode. Fait que c'est comme. J'ai toutes les bons bouts. Mais non, Et je vais te laisser la fermeture. Je vais te laisser la fermeture officielle, Renaud. Tu m'as Renaud. fait relancer. Ben, merci beaucoup. J'espère que le format vous a plu. On est curieux, en fait, de savoir s'il vous a plu. J'assume qu'il vous a plu. Continuez de nous suivre. Continuez de nous écrire, nous poser des questions. On a maintenant une adresse email podcast@openmindt.com que j'essaierai de me rappeler de mettre dans dans la description du show. Mais vous pouvez nous écrire là si vous voulez nous parler, si vous voulez venir au podcast, si vous avez des questions pour Jonathan, savoir qu'est-ce qu'il mange le matin. Quoi que vous pouvez probablement demander à OpenAI et il vous le dira. Alors, merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. Puis on se retrouve. Il nous reste 4 épisodes avec 4 sujets différents qu'on va voir dans le futur. Fantastique. À bientôt à tous. Merci.